Je suis aussi venue à la naturopathie parce que j'avais pas mal de carences et notamment pour ma pratique sportive qui est devenue, assez intensive au fil des années. Je me rendais bien compte qu'il y avait des trucs que je faisais pas correctement et qu'il fallait que je corrige tout ça. Et de par mon bagage scientifique, j'aime bien comprendre pour pouvoir mettre en œuvre. Donc je pense que c'est pour ça, entre autres, que je me suis formée. Et en fait, j'ai ressenti beaucoup de bénéfices dans ma pratique, et aussi dans mon confort au quotidien et c'est vraiment devenu une révélation au fur et à mesure de la formation. Donc mon parcours sportif pour, les personnes qui ne me connaissent pas, en fait, moi, je suis, une trailleuse, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé, tout type de sport depuis que je suis, très jeune. J'ai pratiqué, vraiment des sports très variés, c'est allié de la danse au tir à l'arc, au patin à glace et puis, j'ai toujours pratiqué de la course à pied et puis petit à petit, donc en 2013, en fait, je me suis mise, au trail et petit à petit, j'ai augmenté les distances. Alors, j'ai pas mis, toutes les années, hein, mais c'est simplement pour vous montrer la progressivité de mon parcours. Actuellement, je suis sur des distances entre 80 et 100 kilomètres en montagne à peu près, hein. Cette année, je devais faire 2 courses. Donc il y en a une qui je viens d'apprendre qu'elle est annulée, la première, la l'UT4M. Malheureusement, ça n'aura pas lieu cette année et puis j'espère pouvoir faire cette dernière course, l'échappée belle, qui aura lieu au mois d'août. Voilà, quelques petites illustrations, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le trail. Donc c'est de la course en montagne, donc il peut faire super beau comme il peut faire super moche. C'est des conditions qui peuvent être particulièrement compliquées, mais aussi très plaisantes. Et puis le trail, surtout quand on allonge les distances, devient vraiment une aventure, de la découverte, du partage et de l'aventure intérieure. Donc j'ai créé Choisir Naturopathie à l'issue de ma formation, qui est en fait un conseil en naturopathie. Donc, comme je vous disais, moi, c'est beaucoup la nutrition qui me parle, mais aussi les plantes. Donc, c'est pour ça que je vais aussi vous parler plantes. Ma spécialité, de par ma pratique et ma formation, forcément, c'est l'accompagnement des sportifs, mais aussi le bien-être au travail, puisque je viens du monde de l'entreprise. Et puis, donc, tout ce qui est perte de poids également. Et bien entendu, hein, d'autres pathologies peuvent être traitées par le biais de la naturopathie. Voilà, donc j'entreprends bien sûr des formations continues, donc toujours dans la nutrition notamment. Là, je suis dans un DU de micronutrition actuellement. Voilà, pour compléter, c'est normal, hein, il faut faire de la formation continue. Alors, l'approche naturopathique, moi, je trouve qu'elle est très intéressante dans l'approche de la pratique sportive. Pourquoi? Alors, donc la naturopathie, en fait, elle se base sur différents piliers que je vais vous détailler ici. D'abord, on prend en compte l'individu dans sa globalité. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. On ne regarde pas uniquement un symptôme. Typiquement, quand on a une blessure, il ne faut pas regarder juste la blessure, mais il faut vraiment regarder l'hygiène de vie globalement. Donc, ça, c'est déjà un premier point qui est très intéressant. Ensuite, on travaille beaucoup avec la notion de terrain, c'est-à-dire d'éventuelles prédispositions. On a chacun d'entre nous des prédispositions à développer certains problèmes, certaines pathologies. Donc, on a déjà en fait ces grandes orientations et ensuite, bien sûr, on va personnaliser puisque chaque cas est unique. Le troisième point qui est vraiment très intéressant, vraiment il faut garder à l'esprit quand on veut durer dans sa pratique sportive, c'est la visée préventive. C'est-à-dire qu'on dit qu'un naturopathe, c'est un peu un éducateur de santé. On va vraiment donner des conseils pour prévenir et vraiment pouvoir pratiquer son sport dans la durée. Les piliers, alors j'ai mis 3 piliers, bon en fait il y a 4 plus, mais c'est vraiment 3 piliers. Les piliers sur lesquels on va s'appuyer. Le premier, normal, hein, c'est notre carburant, c'est l'alimentation qu'on va essayer d'avoir la plus saine et vivante possible. Alors dans le cadre de la pratique sportive, c'est l'alimentation toute l'année, mais c'est aussi des alimentations assez spécifiques avant, pendant ou après une compétition ou une période de charge particulière. Donc vous verrez, je vais détailler tout ça. Deuxième pilier, c'est tout ce qui est gestion du stress et des émotions. Alors, vous savez que dans la pratique sportive, quelle qu'elle soit, le mental est super important, hein. On a une partie physique sur laquelle on a une maîtrise, mais il faut aussi travailler son mental. Donc là, gestion du stress et des émotions, on va pouvoir approcher ce côté mental.
Et puis le troisième pilier de la naturopathie, c'est l'activité physique et la respiration. Alors, l'activité physique, ici, on ne va pas rentrer dans les détails, ne serait-ce que parce que je ne suis pas coach sportif, mais bon, il y a certains éléments qui sont intéressants à conserver à l'esprit, de ne pas pratiquer trop, évidemment de ne pas être sédentaire non plus, mais de bien avoir des côtés progressivité, dont je vous ai parlé au début, et puis le fait d'avoir des entraînements croisés, c'est-à-dire de ne pas faire que de la course à pied quand on est coureur, mais d'avoir aussi une approche plus globale de son corps. Les respirations, j'en dirais un petit mot, permettent elles aussi à la fois de gérer ses émotions, mais aussi d'optimiser ses performances. Alors, maintenant, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, comme je vous disais, là, je vais vous parler de ma propre préparation selon cette approche. Donc, c'est des grands principes, mais bien sûr, chaque cas est unique. Donc, il ne faut pas regarder stricto sensu tout ce que je vais vous raconter. J'ai juste perdu ma souris. Voilà, elle est là. Donc, on va se baser sur les piliers de la naturopathie que je viens de vous présenter, à savoir l'alimentation, en quoi ça consiste pendant toute l'année, mais aussi en période de compétition. Ensuite, on va regarder tout ce qui est technique complémentaire, gestion des émotions. Et puis après, je vous dirai un petit mot sur la complémentation. Moi, je pense que c'est une partie qui est importante dans la vie du sportif, avec un soutien du corps par les plantes et par la micronutrition. Tout un programme. Tout ceci en moins d'1 heure. Voilà, donc la complémentarité de tous ces piliers, c'est ce que je vous disais par rapport à la naturopathie, ça va vous permettre de pratiquer sur le long terme et puis de limiter au maximum les blessures et d'avoir un bien-être. Alors, au niveau principe alimentaire, donc, moi, ce que je préconise, c'est de prendre 3 repas par jour. Jusque-là, je pense que je ne vous apprends rien, avec éventuellement collation matin, après-midi. Alors, collation du matin, normalement, n'est pas nécessaire. C'est simplement si on fait un entraînement en fin de matinée ou entre midi et 2, ça peut être intéressant quand même d'avoir une petite collation. Collation de l'après-midi, je la recommande plus parce que c'est très long entre le midi et le soir. De prendre une collation dans l'après-midi permet de couper un petit peu la faim et d'avoir moins faim, donc de faire un dîner un petit peu plus léger. Puisque, donc quand on détaille les repas, ce qui est important, c'est d'avoir un petit déjeuner qui soit très peu sucré. Vous allez voir que le sucre, je ne le recommande pas spécialement. On n'en a pas spécialement besoin en tant que tel dans la vie d'un sportif et même d'une manière générale. Donc le matin, on oublie la baguette avec la confiture, le jus d'orange. Et puis on essaye d'aller vers un petit déjeuner qui soit plutôt gras et protéiné. Alors évidemment pas n'importe quel gras. On va essayer d'avoir des acides gras qui sont plutôt végétaux ou bien des acides gras type œuf qu'on va aussi assimiler en termes de protéines. Donc typiquement, quand je parle de gras et de protéines, ça peut être tout simplement de manger des œufs le matin. Aucun problème pour manger des œufs tous les matins. L'intérêt de la protéine, quant à elle, c'est que de toute façon, quelle que soit la personne, quel que soit l'entraînement, on a besoin de protéines, idéalement à chaque repas, et ça permet de tenir jusqu'au déjeuner. Donc, je vous expliquerai un peu ce que moi je prends. Le déjeuner et le dîner sont sur un modèle 4 quarts. Alors là, je pense que vous connaissez aussi. 4 quarts, ça veut dire j'ai un quart, alors on va dire la moitié de l'assiette qui est composée de légumes. Donc pourquoi on dit 2 moitiés? C'est simplement que les légumes, souvent on essaye d'avoir un petit peu de cru, un petit peu de cuit. Là, ça dépend des saisons, ça dépend des personnes, ça dépend de vos possibilités. Retenez que votre assiette doit contenir à peu près la moitié de légumes. L'autre moitié va se décomposer en protéines et en acides gras. Donc, je vais rentrer aussi dans le détail et vous donner des petits exemples d'assiettes. Le dîner, quant à lui, comme je vous ai dit un tout petit peu avant, sera plutôt léger et sera plutôt végétarien. L'intérêt, en fait, d'avoir un dîner léger végétarien, c'est de pouvoir laisser le foie et les reins travailler, se régénérer, avoir un sommeil serein et ne pas accumuler de graisse pendant la nuit. Le meilleur signe pour vous de savoir si vous avez fait un dîner qui est suffisamment léger, c'est tout simplement si vous vous réveillez et que vous avez très faim. Et alors, ça tombe bien parce que si vous avez très faim, vous aurez envie de manger des œufs, par exemple. Donc, finalement, c'est le cercle vicieux. Cercle vertueux, pardon.
Ensuite, ce qui est bien, c'est d'arriver à garder entre 3 et 4 heures entre chaque repas. Pourquoi? Parce que si vous grignotez en permanence, en fait, votre système digestif ne va jamais se reposer. Même si vous mangez un chewing-gum, par exemple, vous allez continuer à sécréter de la salive et du coup, votre estomac, vos intestins, ils vont croire que vous êtes encore en train de manger. Donc, ils vont continuer leur travail, ils ne vont jamais pouvoir se reposer. Donc, essayez de ne pas grignoter ou de grignoter le moins possible. Évidemment, quand je parle de collation, là, on peut se permettre, si on fait une collation à 16h ou 17h, bien entendu, de faire un dîner à 19h ou 20h. Alors, ça, on n'y pense peut-être pas suffisamment, mais c'est super important pour que votre système digestif fonctionne bien. C'est de manger assis et dans le calme. Alors là, l'illustration que j'ai mise, c'est pas mal. Elle a l'air plutôt sereine, la personne. Elle fait une super assiette. Bon, par contre, de manger devant son téléphone portable, c'est pas terrible parce qu'on n'a pas l'attention qui est nécessaire quand on mange. Disons que ce qu'il faudrait, c'est manger en conscience, comme on dit, c'est-à-dire vraiment regarder ce qu'on mange. Donc, pas regarder la télé, pas regarder vos écrans, idéalement pas lire non plus, mais voilà, vraiment faire attention à ce que vous mangez. Et puis mâcher, insaliver. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec la naturopathie. C'est très important. Ça peut prévenir pas mal de problèmes digestifs et notamment de douleurs ou de ballonnements si on mange calmement, qu'on mâche et qu'on imbibe bien les aliments de salive. Je vous conseille aussi de ne pas trop boire pendant les repas et de boire plutôt en dehors des repas. Alors, tant qu'on parle de boissons, voilà, la planche suivante en parle. Ce que je recommande, c'est de boire de l'eau du robinet. À partir du moment où elle est potable, il n'y a pas de raison de ne pas la boire. Vous pouvez boire de l'eau plate ou gazéifiée, hein, vous savez, les trucs style SodaStream. Par contre, je vous recommande de ne pas boire que de l'eau gazéifiée parce que ça peut générer des troubles digestifs. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est introduire une eau minérale une fois par semaine, particulièrement l'Hépar. J'ai assez tendance à être plutôt carencée en magnésium. Donc l'Hépar me permet d'apporter du magnésium de manière assez facile et agréable. Par contre, je vous recommande de ne pas boire que de l'eau minérale parce que vos reins vont devoir filtrer systématiquement ces minéraux, donc ça risque de les fatiguer. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'une eau faiblement minéralisée, si vous achetez de l'eau en bouteille, il faut vérifier qu'il y aura bien moins de 50 mg par litre de résidus à sec. En quantité de boisson, alors ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'on est à peu près à 0,03 litres qui sont à multiplier par le poids. C'est-à-dire que si on a une personne qui fait 65 kg, on recommande de boire environ 2 litres. Alors, ce n'est pas de la boisson, hein, c'est à la fois l'eau que vous allez ingérer par les aliments plus la boisson. Pendant les périodes de compétition et en cas de forte sudation, il peut être intéressant d'apporter une eau qui sera vraiment riche en sels minéraux et particulièrement en sodium, en sel. Donc moi, je retiens 2 eaux qui sont la Salvetti et Saint-Ior. Alors là, j'ai mis après compétition, ça dépend vraiment. Si je fais une course où il va faire très chaud, j'aurais tendance à boire également l'une de ces bouteilles avant la compétition, donc la veille, de manière à bien me recharger en sels minéraux. Le café, alors le café n'est pas interdit, mais on essaye de limiter sa consommation à, on va dire, 2-3 tasses par jour. Voilà, plus ça commence à devenir de trop. Le café en soi n'est pas un problème, mais c'est l'excès de café qui serait un problème. Si jamais vous êtes vraiment accro au café, je vous conseille de tester des cafés de céréales, hein. Alors là, j'ai mis un exemple, mais il y en a plein d'autres qu'on trouve souvent en magasin bio. Ça peut être aussi tout simplement de la chicorée, hein, mais vérifiez qu'il n'y a bien que de la chicorée, parce que dans le ricoré, par exemple, il y a ricoré et café. Ou alors, vous pouvez acheter du café décaféiné, mais sachez que les décaféinés, il faut les choisir vraiment décaféinés à l'eau et pas décaféinés au solvant, parce que sinon, vous n'avez pas de caféine, mais vous avez des produits chimiques, donc ce ne sera pas forcément beaucoup mieux. L'alcool, grande question, hein, la fameuse bière de fin de course. Alors, bon, ça, c'est vraiment un mythe, hein, ça ne favorise pas du tout la récupération.
Mais par contre, ça fait plaisir. Donc, on a le droit, on peut conserver cette bière. Mais par contre, donc d'une manière générale, on essaie d'avoir une consommation raisonnée d'alcool. L'idéal étant le vin rouge que l'on peut consommer au milieu d'un repas, idéalement le midi, voire le midi et le soir de manière exceptionnelle. Donc, en termes de principes alimentaires, l'idée, c'est d'avoir une bonne hygiène au quotidien, mais bien sûr de garder des plaisirs, des écarts, hein. Il ne s'agit pas d'être complètement, comme on dit, orthorexique, hein. Il faut s'autoriser des écarts, il faut s'écouter. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, s'écouter et se connaître. Donc moi, pour ce qui me concerne, je ne fais pas de régime particulier, je ne suis pas végétarienne, végane ou sans je ne sais quoi. Par contre, donc je suis ce que l'on appelle flexitarienne, c'est-à-dire que naturellement, j'aime pas trop la viande, donc je consomme majoritairement végétarien, je consomme quand même du poisson et des œufs. J'essaye de faire attention à tout ce qui est sel, sucre raffiné, ajouté, l'alimentation industrielle. Donc là, quand je parlais des écarts, bon, pourquoi pas une fois de temps en temps, mais honnêtement, surtout à l'approche d'une compétition ou si vous vous entraînez de manière assez intense, je vous recommande vraiment d'éviter ce genre d'aliments. D'une manière générale aussi, essayez d'avoir recours à des produits bio. Pourquoi? Parce qu'ils sont, ça a été prouvé, plus denses sur le plan nutritionnel. Et puis, vous fatiguerez moins votre organisme avec des produits chimiques qui sont ajoutés dans des produits plus conventionnels. Les produits locaux sont intéressants aussi, tous pour la simple et bonne raison que ce seront des produits de saison. Les produits de saison sont là aussi beaucoup plus denses sur le plan nutritionnel. Et puis, votre corps, lui, il est équipé pour assimiler ces produits de saison. Vous voyez bien, par exemple, en été, on a très envie de melon, mais on ne va pas du tout avoir envie de melon en hiver, enfin, à moins qu'il fasse 20 degrés, ce qui ne sera pas très normal. Au niveau du gluten, alors, je n'ai pas de problème particulier avec le gluten. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de varier, c'est-à-dire de ne pas consommer que des produits à base de gluten. Donc, que je vous rappelle, c'est tout ce qui est à base de blé. Donc, dans le blé, on a les pâtes, le pain, la semoule, le boulgour. Tout ça, c'est du gluten. Et puis après, on a l'épeautre, ça reste du gluten. Donc, le grand épeautre, le petit épeautre. Sachez simplement que grand épeautre, petit épeautre, souvent sont des variétés de blé qui sont non hybridées. Et finalement, c'est ça qui est important. Ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est l'hybridation, donc les mutations qui ont été infligées au blé. En fait, donc ça a eu lieu sur une période très très courte, hein, de quelques décennies. Et en fait, notre système digestif, lui, il n'a pas subi toutes ces mutations. Donc finalement, il n'est pas équipé pour bien digérer ce gluten hybridé. Donc, certaines personnes vont pouvoir continuer à consommer du gluten sans développer aucun problème inflammatoire. Et puis, on en voit quand même de plus en plus qui, eux, développent des phénomènes inflammatoires parce que justement, à force d'en consommer, leur corps finit par réagir et par créer des réactions d'inflammation. Donc, pour varier, on va aller vers des céréales sans gluten. Je ne rentre pas dans le détail parce que je l'explique un petit peu plus loin. Produits laitiers de vache, exactement la même chose. Alors déjà, le lait de vache, il faut savoir qu'à partir de 6 ans environ, on n'est plus équipé pour digérer ce lait. Donc, il y a des personnes qui vont consommer du lait de vache sans problème pendant toute leur vie, qui ne vont rien sentir, tant mieux pour eux, mais la majorité ressentent des problèmes digestifs ou vont développer des phénomènes comme des problèmes ORL, c'est la plupart du temps ce qui se passe, ou d'autres phénomènes inflammatoires. Donc, c'est assez flagrant, hein. Par exemple, si vous faites des sinusites ou des rhinites à répétition, commencez déjà par juste tester de limiter, voire supprimer complètement les produits laitiers de vache. Et il y a fort à parier que ça vous soulage. Alors, ça ne va pas forcément tout régler, mais au moins, ça va vous aider. Donc, au quotidien, moi, je vous conseille là aussi de vous faire plaisir de temps en temps parce que vous aimez bien le reblochon ou le comté, mais essayez dans la mesure du possible d'aller plutôt sur des produits brebis chèvres.
Un point sur lequel moi aussi j'aime bien faire attention, c'est l'équilibre acido-basique. Alors pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie, je me suis rendu compte que j'étais dans une acidose assez importante, malgré ma très forte consommation de fruits et de légumes. Alors sans rentrer dans le détail, parce que là aussi ça mériterait vraiment une grande une conférence à elle seule. L'équilibre acido-basique, en fait, c'est un équilibre qu'il y a dans le corps. Toute la journée, on s'acidifie. Ce sont des phénomènes qui sont tout à fait naturels, à la fois par son alimentation, mais aussi par le stress, par les activités intellectuelles, par l'activité physique. On va s'acidifier. Et puis, la nuit, comme notre corps est bien fait, l'équilibre va se rétablir. Si on a un apport trop important d'acide dans la journée ou si notre système d'équilibrage ne fonctionne plus très bien, on va finir par s'acidifier. Et là, donc, ça peut développer pas mal de choses, souvent des phénomènes au niveau des tissus, donc des os, des tendons, de la peau, des cheveux, des dents. Et donc, il est important vraiment d'aller sur, d'être bien vigilant par rapport à cet équilibre acido-basique. Alors, en gros, pour être vraiment très rapide sur le sujet, vous voyez la photo que j'ai mise. Tout ce qui est acidifiant au niveau de votre alimentation, ce sont les produits sucrés, les produits salés, la viande rouge, les fromages, particulièrement les fromages secs, et c'est tout, c'est déjà pas mal. Ce qui est particulièrement alcalinisant, donc qui va vous aider à tamponner tout ça, ce sont les fruits et les légumes, les herbes, les épices. Donc voilà pourquoi il faut avoir systématiquement, enfin, entre autres, il faut avoir systématiquement des légumes à chaque repas ou des fruits. Alors moi j'aime bien aussi apporter naturellement des antioxydants dans mon alimentation. Pour ça, un petit conseil très simple, ayez un maximum de variétés de fruits et légumes avec un maximum de couleurs. Plus vous avez de variétés, et puis plus vous apporterez une variété en termes d'antioxydants. Enfin, ça c'est aussi un point sur lequel je fais pas mal attention, c'est l'index glycémique. Alors, je ne vais pas détailler parce que je vais en parler un tout petit peu plus loin, mais dans la mesure du possible, donc j'essaye d'avoir vraiment une alimentation à index glycémique bas à modéré. Alors maintenant, je rentre un peu dans le détail de ce qu'on appelle les macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les glucides. Alors, les protéines sont importantes à chaque repas, à savoir que dans une journée, on va essayer d'inclure des protéines animales pour moitié et des protéines végétales pour moitié, en essayant de privilégier, comme je vous disais, le dîner végétarien. Donc en gros, ça veut dire plutôt le midi, protéines animales et plutôt le soir, protéines végétales. Alors, moi, voilà quelques exemples de ce que je peux consommer. Donc, ça peut être, par exemple, des noix et des amandes le matin ou bien des œufs, pourquoi pas. Le midi, ça peut être des poissons gras comme des sardines, pardon, ou des œufs. Et puis, le soir, on va aller sur des protéines plutôt végétales. Donc, par exemple, alors là, je vous ai mis une illustration qui montre la teneur en protéines pour 100 grammes de produits. Donc, vous voyez, par exemple, le soja. Donc là, on n'est pas sur du tofu, on est bien sur des graines de soja. C'est vraiment l'aliment végétal qui est le plus riche en protéines. Alors, il y a un autre qui est très riche, c'est la spiruline, mais bon, il faut déjà y aller pour consommer 100 grammes de spiruline pour avoir nos 57 grammes de protéines. Voilà, mais c'est surtout pour vous montrer qu'il y a une très grande variété de protéines végétales et qu'on trouve vraiment de quoi remplacer les protéines animales. En collation, ce qui peut être intéressant en protéines toujours, c'est de consommer par exemple des fruits à coque. Vous allez voir que je reviens souvent avec les fruits à coque parce que je trouve que c'est vraiment des aliments très intéressants. Mais ça peut être, pourquoi pas, si vous aimez les produits laitiers, un yaourt, soit végétal, soit brebis ou chèvre, qui vont aussi vous apporter des protéines intéressantes.
En termes de glucides, alors moi j'ai la chance de ne pas avoir un palais sucré, donc ça je crois que c'est quand même une chance. Donc du coup, ça me permet de ne pas avoir à être complètement frustrée. Et puis finalement, de toute façon, je me rends compte aussi par les personnes que j'accompagne que finalement, ce palais sucré, on arrive à le diminuer petit à petit en diminuant tout simplement sa consommation de sucre. Et c'est d'ailleurs valable aussi pour le sel, puisque j'étais très salée et j'ai beaucoup diminué ma consommation de sel. Alors, l'index glycémique, donc je vous avais promis d'en parler. Donc là, je vous ai mis une courbe qui explique cet index glycémique. Alors, regardez la courbe orange. L'index glycémique, finalement, c'est la capacité d'un aliment à augmenter le taux de sucre dans votre sang après ingestion. Donc, vous voyez ici que celui qui fait référence, c'est le glucose. Hein, donc, c'est celui qui a l'index glycémique de référence de sang. Le glucose, par exemple, le sucre blanc, quand on le consomme, on va avoir un pic de glycémie, donc une augmentation de taux de sucre dans le sang, très rapidement après l'ingestion. Si on regarde à contrario les lentilles ou les carottes crues, hein, donc la courbe verte, cette fois-ci, on va avoir une augmentation assez modérée et d'ailleurs assez plate dans le temps. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand on consomme des aliments à index glycémique plutôt élevé, on va avoir ce que l'on appelle des hypoglycémies réactionnelles assez rapides. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, quand le taux de sucre augmente trop vite dans le sang, notre pancréas sécrète de l'insuline et cette insuline permet de faire entrer le sucre en excès dans les cellules. Problème, plus le taux monte, plus on sécrète de l'insuline, plus on va rentrer du sucre dans les cellules et plus vite va redescendre notre glycémie. Résultat, en fait, on tombe en hypoglycémie. Si on est en hypoglycémie, on a de nouveau besoin de manger du sucre et hop, on fait des courbes comme ça qui n'en finissent plus, qui fatiguent notre pancréas et accessoirement, on stocke du sucre sous forme de triglycérides, donc de cellules graisseuses. Donc vraiment, on n'a aucun intérêt à faire ça pour notre corps, qu'on soit sportif ou pas d'ailleurs. Pour aller vers des aliments qui sont à index glycémique modéré, il faut retenir trois choses. Ce qui augmente votre index glycémique, c'est le manque de fibres. Donc, par exemple, du riz blanc, par exemple, hein, comparé à du riz complet. C'est la cuisson. Si, par exemple, vous prenez une purée de pommes de terre, non, c'est pas un bon exemple, une purée de carottes contre des carottes crues. Et le troisième facteur, c'est la transformation. Donc là, je vais donner l'exemple de l'orange. Si vous consommez l'orange fruit ou si vous consommez l'orange sous forme de jus, ce ne sera pas du tout la même chose. Alors là, et en plus, quand c'est un jus d'orange industriel, évidemment, c'est encore pire, il n'y a plus du tout de fibres, donc ça fait monter l'index glycémique en flèche. Voilà, donc retenez bien ces choses-là. En gros, mangez des choses plutôt semi-complètes ou complètes, pas trop cuites, voire crues, et pensez à avoir toujours des fibres. Donc, ce qui est important, c'est bien sûr de ne pas arrêter du jour au lendemain de continuer à manger de manger du sucre. Donc, on peut continuer à se faire plaisir, mais il faut arriver à bien contrebalancer les choses. Donc, typiquement, quand vous êtes sur du chocolat, essayez de monter à, alors peut-être pas 95%, mais voilà, au moins 70%. Plus vous avez de cacao et forcément moins vous avez de sucre. Alors évidemment, je passe assez vite parce que j'ai pas mal de choses à voir, hein, mais j'essaye de vous donner quand même les grands principes. Les lipides, alors là aussi les grands principes. On essaye de les consommer plutôt crus. Alors il ne s'agit pas de manger du steak tartare, hein, mais de consommer des bons acides gras plutôt végétaux et crus. Donc là, je vous ai mis des exemples d'huiles qui sont vraiment importantes et à intégrer dans votre alimentation. Qui sont des huiles qui sont très riches en oméga 3. Les oméga 3, ils servent à énormément de choses dans notre corps. Pour le sportif, retenez qu'ils sont surtout anti-inflammatoires. Voilà. Ils vont surtout aider à limiter l'inflammation. Donc les huiles intéressantes, l'huile de colza, surtout parce qu'elle est très bon marché et quand même bien équilibrée. On a l'huile de lin, l'huile de noix et aussi l'huile de cameline, qui est assez peu connue, mais qui est très très bien équilibrée en oméga 3. Alors on essaye de consommer peu d'acides gras saturés.
c'est-à-dire principalement des acides gras qui sont d'origine animale, principalement, parce qu'ils sont plutôt pro-inflammatoires et qu'ils sont plutôt précurseurs de maladies cardiovasculaires. Donc là, bah voilà, j'ai mis un exemple de beurre, hein. Il ne s'agit pas de vampiriser le beurre, on peut consommer du beurre. Par exemple, du beurre cru, c'est très intéressant pour conserver les vitamines qui sont présentes dans le beurre. Donc les oméga 3, je vous en ai déjà parlé. J'insiste beaucoup, notamment dans mes consultations, de bien avoir des oméga 3 systématiquement, alors à chaque repas si on peut, mais en tout cas systématiquement chaque jour. Les oméga 3, ils sont présents dans ces produits, hein, donc les huiles dont je vous ai parlé, les poissons gras, les fruits à coque, les graines. Alors, je ne rentre pas dans le détail, certains sont plus riches en oméga 3, comme par exemple la noix, que j'ai mis en photo ici. Il faut savoir que notre alimentation, d'une manière générale, est pas assez riche en oméga 3. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir cette conscience, de les augmenter dans son alimentation. Alors, quelques petits exemples d'assiettes 4 quarts. Donc, vous vous souvenez, la moitié de légumes, une protéine et un féculent. Donc là, c'est une personne que j'ai accompagnée qui s'est amusée à prendre en photo quelques assiettes et je trouve que ces assiettes sont plutôt sympas. Donc, je vous en montre quelques-unes, hein, vous voyez. Donc là, on varie quand même un petit peu à la fois les accompagnements, mais aussi les protéines et les légumes. Donc là, c'est des falafels. Donc, on est sur des protéines végétales. Voilà, c'est la saison des asperges, donc on se fait plaisir avec les asperges. Là, on est sur de la protéine. Alors là, c'est une autre assiette. On est sur des protéines végétales, c'est du sétan. Hein, donc, ce sont des protéines de blé qui sont sous forme de sétan. Les œufs, très intéressants, à condition de conserver des œufs avec le jaune plutôt liquide. C'est-à-dire éviter les œufs durs qui, là, seront plutôt acidifiants et pour lesquels vous ne bénéficierez pas du profil vraiment complet en acides aminés. Alors maintenant, quelques exemples de super aliments. Alors, il y en a plein, on entend parler de plein de choses sur le marché. Mon conseil, c'est quand même d'être vigilant par rapport à tout ce qu'on peut lire sur Internet notamment. Renseignez-vous auprès de quelqu'un qui est formé, auprès de votre médecin, auprès d'un naturopathe, mais enfin, voilà, faites attention à ce que vous consommez, ce sera vrai aussi pour les compléments alimentaires. Alors les graines germées, moi je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet très facilement à la maison d'avoir plein de micronutriments. Je vous donne juste un petit exemple. La germination, elle permettrait d'augmenter de 600% la vitamine C. Juste cet exemple-là. Donc, bon, c'est vrai que ça peut avoir vraiment un intérêt. Il y a des choses très faciles comme la lentille ou le soja vert qui sont très faciles à faire germer. Donc, il ne faut vraiment pas s'en priver. Le pollen, je trouve que c'est aussi un aliment qui est intéressant parce qu'il contient tous les nutriments que vous voyez listés ici. Suivant l'arbre sur lequel ça aura été butiné, ce ne sera pas tout à fait les mêmes nutriments. Sachez que par exemple, le pollen de cyste est très riche en probiotiques, en ferments lactiques. La levure de bière vivante, alors elle, moi j'aime bien l'incorporer, notamment pour les personnes qui sont végétariennes ou qui ne consomment pas suffisamment de protéines, parce qu'elle est assez riche en protéines. Elle contient aussi de nombreuses vitamines B qui sont importantes pour tout ce qui est métabolisme énergétique. Des graines, alors là c'est aussi très facile de les intégrer dans son alimentation, hein, vous voyez, graines de chia, graines de chanvre, lin, sésame, pavot. Elles ont toutes des propriétés différentes. C'est des choses qui sont vraiment très simples à intégrer dans son alimentation. Quelque chose qui est peut-être un petit peu moins connu, le sérum Quinton. Donc ça, c'est en fait ni plus ni moins que de l'eau de mer, mais qui a été recueilli dans des conditions particulières et avec des propriétés particulières. Ça peut être intéressant quand on est plutôt déminéralisé, fatigué, de faire des petites cures. Moi, je m'en sers également en boisson pendant les courses, notamment quand il fait très chaud, pour garder un bon niveau en sels minéraux. Donc, finalement, ça va être une synthèse de ce que j'ai dit juste avant. Mon alimentation, j'essaie de l'avoir. C'est une alimentation qui est plutôt préventive. Donc, AI veut dire anti-inflammatoire.
j'ai une certaine tendance à faire des inflammations. Donc, je sais qu'il faut que je fasse attention. Donc, je vais vraiment aller sur cette alimentation anti-inflammatoire qui va être de limiter les acides gras saturés dont on a parlé, de limiter tout ce qui est acides gras trans. Donc là, ce sont des matières grasses qui ont été transformées, la plupart du temps des matières grasses végétales. Dès que vous voyez sur un produit matière grasse végétale hydrogénée, ce n'est pas bon signe. Ce sont ce qu'on appelle des acides gras trans, qui sont finalement pas naturels pour le corps. Le corps va avoir du mal à les gérer. Hein. Donc, c'est présent dans tout ce qui est produits industriels, les pâtes ou les pâtes feuilletées, etc., industrielles, les pâtes à tartiner, les biscuits apéro, la margarine. Moi, je ne recommande pas spécialement la margarine, je préfère 10 000 fois le beurre, sauf bien sûr quand on est vegan et qu'on ne consomme pas de produits animaux. Voilà, donc soyez vigilants à ça. L'index glycémique, je vous en ai parlé. Plus on a une alimentation avec un index glycémique élevé, et puis plus on va avoir tendance à favoriser l'inflammation. Le sel, j'en ai déjà parlé aussi, notamment du fait qu'il va favoriser une acidose métabolique, donc qui peut là aussi favoriser des inflammations. Et puis les produits laitiers, je vous en ai parlé, hein, donc essayez de limiter tout ce qui est produits laitiers de vache, produits à base de gluten. Hein, donc là, j'ai récapitulé les céréales qui contiennent du gluten, donc tout ce qui est à base de blé, avec l'épeautre, le kamut qui est une variété de blé, le seigle, l'orge. Alors le triticale, c'est pas très connu, c'est pas très commercialisé chez nous. L'avoine. Alors l'avoine peut des fois être tolérée chez les personnes qui sont intolérantes au gluten, donc à tester, hein, parce que c'est simplement un gluten qui a été moins muté. Donc à contrario, qu'est-ce qu'on va faire? On va favoriser tout ce qui va pouvoir vous aider à prévenir l'inflammation. Donc par exemple des épices. C'est vrai que dès que je peux, je mets des épices partout. On va favoriser des fruits, des légumes. On va favoriser tout ce qui est bulbes, donc les oignons, les ails, les échalotes, mais aussi les herbes. Et puis, donc j'en ai parlé, j'en reparle, les oméga 3, vraiment, il faut vraiment en avoir tous les jours dans son alimentation. Alors, donc tout ce qui est céréales sans gluten, hein, vous voyez des exemples là qui s'affichent sur votre écran. Il y a quand même du choix. Et bien sûr, on a aussi tout ce qui est farineux, hein, donc les amidons, comme la pomme de terre, comme la patate douce, la châtaigne. Voilà, sont aussi des féculents qu'on peut utiliser en remplacement de tout ce qui est à base de gluten. Alors, maintenant, je rentre plus spécifiquement dans l'activité physique. En période de charge d'entraînement intense, là, il faut pas mal s'écouter. Il ne s'agit pas d'augmenter pour augmenter, mais disons que si on a effectivement plus d'appétit, ce qui est souvent le cas, on va avoir tendance à augmenter plutôt les protéines et les glucides. N'oubliez pas, bien sûr, de rester focalisé sur votre qualité. Il ne s'agit pas d'augmenter et puis au détriment d'une bonne qualité. Donc, quand on est vraiment dans une phase intense d'entraînement, là, il faudra quand même être plus vigilant sur le café et les autres écarts. Idem pour le gluten et les produits laitiers de vache, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. Maintenant, je me place dans la configuration d'une compétition. Donc, alors, bon, moi, pour ce qui me concerne, ça va être un trail. Bien entendu, c'est valable pour n'importe quelle compétition, un triathlon, une compétition de tennis. Enfin, voilà, je ne rentre pas dans le détail. Moi, j'aurais tendance, la semaine qui précède, sur une distance plutôt longue, hein, à essayer de consommer des glucides qui seront sans gluten. Donc, bien sûr, à limiter tout ce qui est pro-inflammatoire. Hein. Je vais consommer des protéines plutôt végétales, mais c'est pour la simple et bonne raison que je ne digère pas forcément super bien les protéines animales. Mais d'une manière générale, je conseille quand même d'aller plutôt sur du végétal la semaine qui précède. Bien sûr, surtout pas de déficit en hydratation. Si vous partez à votre compétition et que vous êtes déjà en déficit, c'est pas bon. Déficit hydrique. Alors en course à pied, on a ce phénomène de problèmes intestinaux qui peut survenir à cause des chocs et puis de l'ischémie reperfusion des intestins. C'est pourquoi on conseille vraiment de limiter. Alors c'est selon votre tolérance, hein. Il y a des personnes qui suppriment complètement et d'autres qui limitent les fibres à partir de l'avant-veille de la course et pratiquement pas ou pas du tout la veille. Ça c'est vraiment suivant votre propre tolérance.
La veille, en fait, c'est pas la veille au soir qu'il faut s'en mettre plein la panse parce que déjà on va mal dormir et puis on va mal digérer et le lendemain matin on n'aura pas faim, donc ça va être compliqué tout ça. Le repas qui est important, c'est le repas, l'avant-dernier repas, hein. Donc là, j'ai mis un exemple, si on part le matin, bah, c'est le repas de midi et pas le repas du soir qui va être important. Donc gardez bien ça à l'esprit. Hein, les pasta parties, c'est sympa, c'est super convivial, mais par contre, c'est pas forcément ce qui est le plus recommandé en alimentation. Alors, le matin, donc moi, je vais me faire, donc, ou bien sûr la boisson, moi, je vais consommer des crèmes, hein. Donc là, je vous ai mis un exemple de crème de riz. En fait, c'est tout simplement des farines pré-cuites qui sont très faciles à digérer. Donc là, je vous ai mis une photo, je la mélange avec un lait végétal, qui peut être avec un petit peu de cacao éventuellement, mais ce n'est pas nécessaire et on peut le mélanger à de l'eau aussi. Alors vraiment, l'avantage, moi je trouve, c'est que ça me tient bien au corps et c'est hyper digeste. Éventuellement une banane, mais surtout pas une banane trop mûre. En course, alors moi justement je reprends ma crème là que je mets dans mes petites gourdes, hein, donc c'est la photo que j'ai mise ici. Toujours pour la même raison. Alors ok c'est lourd et il faut le porter, mais par contre je trouve que c'est très digeste et ça me tient bien. Donc moi ça me réussit bien. Donc j'ai toujours ces petites, j'ai au moins une pomme pote comme ça en course. Alors, je peux consommer des bars, voilà, alors j'ai mis quelques exemples. Bien entendu, il faut les tester avant. Vous pouvez aussi vous faire des bars maison, c'est assez simple à faire. Je ne peux malheureusement pas rentrer dans le détail là, parce que sinon, je pourrais y passer encore une heure. J'essaye, dans la mesure du possible, d'éviter tout ce qui est gel, bar classique, parce que je sais par expérience que ça ne me réussit pas du tout. Et également, pour pas mal de personnes que j'ai déjà pu accompagner, le fait de changer cette alimentation en course permet de limiter pas mal de problèmes. J'essaye aussi, quand c'est long, d'emporter. Alors, par exemple, si c'est sur des ravitaillements, je prends des petits ziplocs et puis je me fais mes petites courses sur les ravitaillements et après, je consomme des petites quantités progressivement. Sur les très longues courses, on va avoir des sacs de délestage. Donc, ces sacs de délestage permettent de mettre un petit ravitaillement propre à ce qu'on aime bien. Donc, par exemple, des petites boulettes avec du riz. Donc là, pour le coup, plutôt du riz blanc hein, pour limiter l'apport de fibres. Ça peut être avec des patates douces aussi, ça marche bien. Et puis, toujours mes petites pommes potes là, que je recharge avec ma crème. Disons que ça, c'est quelque chose que j'ai testé et qui me convient bien. Donc sur les ravitaillements, j'essaye aussi de consommer des bouillons parce que c'est salé. Souvent, il y a du riz qui est mis à disposition, mais pas toujours. Donc si on peut, ben, c'est intéressant de pouvoir aller sur ça. En termes de boissons, donc là, c'est la même marque que j'ai présentée tout à l'heure avec les bars qui s'appelle Enduractive. C'est quelque chose que je trouve qui me réussit plutôt bien. Et effectivement, c'est des boissons qui sont à un index glycémique plutôt bas à modéré. Comme je vous disais aussi, je mets parfois du sérum Quinton dans mes boissons. Pourquoi pas un peu de jus de fruits coupé à l'eau parce que des fois, il faut quand même se recharger au ravitaillement. Par contre, donc j'évite vraiment, dans la mesure du possible, du coca, des jus de fruits et des boissons de l'effort classique. Là, bon, il y a des moments où, quand on n'est vraiment pas bien et qu'il faut vraiment recharger très rapidement en sucre, pourquoi pas boire un verre de coca. Mais dans la mesure du possible, aller plutôt sur du jus de fruits et essayer d'éviter de ne pas être bien. Alors, j'en ai fini sur l'alimentation. Je m'excuse, je vais assez vite parce que je vois que l'heure tourne et j'ai encore pas mal de choses à vous raconter. Alors, simplement en deux mots sur l'activité physique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail comme je vous disais, mais simplement vous dire une chose par rapport à votre pratique sportive. Donc, vous vous souvenez, je parlais d'entraînement croisé en introduction. Donc, je trouve qu'il y a deux pratiques qui sont très intéressantes, notamment pour le coureur, qui sont le yoga et le pilate. Parce qu'ils permettent d'apporter de la souplesse, ils permettent de travailler sur la respiration, d'avoir une bonne concentration, travailler sur l'équilibre et la force. Donc, c'est vraiment des pratiques qui sont complémentaires. Alors, je ne suis pas kinée là non plus, mais disons que mon expérience montre que des étirements qui sont pratiqués à froid plutôt sont plutôt bénéfiques et permettent de mieux récupérer.
J'essaye au maximum de préconiser des activités en extérieur. Alors là, ce n'est pas la bonne période pour vous en parler, mais dès qu'on pourra ressortir gambader, c'est sûr que c'est mieux de pratiquer du sport en extérieur, tout simplement pour pouvoir drainer l'un des organes d'élimination de notre corps, qui sont les poumons. Alors, un petit exemple juste de respiration ventrale, Donc, c'est de bien faire la différence entre la respiration thoracique et la respiration ventrale. Respiration thoracique, vous mettez les mains sur les côtes, vous gonflez les côtes. Voilà, c'est ça la respiration thoracique. Donc, votre ventre ne bouge pas. La respiration ventrale, elle permet, en fait, elle va être plutôt pacifiante, elle va permettre une certaine détente. C'est quelque chose que vous pouvez même pratiquer pendant votre sport. Alors, ça dépend lequel, bien sûr, hein, mais typiquement, si vous êtes simplement en train de marcher, n'hésitez pas à pratiquer une respiration consciente au niveau ventral. Au niveau de la gestion des émotions, donc le sommeil, alors ça, c'est mon exemple à moi. Hein. Moi, je suis plutôt une couche tôt et une lève tôt. J'essaie de pratiquer des micro-siestes dès que possible. Pour avoir un bon sommeil, donc comme je vous disais, on essaye de dîner plutôt léger et végétarien. Alors le chocolat, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il aide à sécréter, différents composants, différents nutriments, enfin non pas des nutriments, mais des composants du corps qui, in fine, vont vous aider à sécréter de la mélatonine. Donc voilà, faites-vous du bien avec du chocolat, évidemment pas trop sucré, mais un petit peu de sucre en collation peut être intéressant pour induire un bon sommeil. Là, alors c'est pas toujours possible, mais dès qu'on peut, on essaye de limiter l'activité physique en fin de journée, parce que ça va élever la température corporelle, donc forcément ça va nuire à un bon endormissement. Essayez autant que faire se peut de vous coucher et de vous lever à des horaires réguliers, parce que le corps n'aime pas trop quand on est déséquilibré. La température basse va aider à l'endormissement. Et puis, donc, pourquoi pas mettre en place des petits rituels. Hein. Je sais que moi, j'aime bien lire un petit peu. Je vais pratiquer quelques respirations. J'ai mes huiles essentielles qui peuvent m'aider aussi quand j'ai du mal à m'endormir. Je suis aussi très vigilante à tout ce qui est lumière bleue, les ondes. J'essaye de ne pas avoir le réveil qui est face à moi. C'est des petites choses comme ça. C'est des petits trucs qu'il faut que vous trouviez. Mais il faut être vigilant que tout l'environnement l'environnement peut vraiment nuire à votre bon sommeil. Et donc le sommeil, bien entendu, moins bien on dort, moins bien on récupère, et donc moins bonnes sont les performances en journée. Alors j'en viens maintenant au soutien du corps, donc tout ce qui est complémentation. Alors je vais d'abord vous parler de plantes. Alors bien sûr, là je vais vous parler des produits Soria et donc du protocole sportif qu'a mis en place Soria. Alors, j'ai des grandes familles. Donc là, je suis dans la famille drainage détox. Un premier produit qui contient de l'artichaut, du fumeterre, du boldo, de la camomille romaine et du romarin sous forme d'huile essentielle. Ce produit, la Drainazor, il permet aux organes de fonctionner dans de bonnes conditions. Donc, il va améliorer globalement l'état général. C'est un produit qu'on va prendre plutôt en début de saison. Donc, qui va permettre de nettoyer un petit peu l'organisme de manière à ce que toutes les cellules fonctionnent correctement. Autre produit qui peut être intéressant, un produit qui va détoxifier votre foie, donc le Cirasil. Alors, ce produit-là, il permet d'éliminer tout ce qui est déchets et toxines et il va vraiment donner un vrai bol d'air à votre foie. Ça, ce sera plutôt intéressant en post-effort important ou à tout moment où on a besoin vraiment de faire une détox du foie. Typiquement, si je vais partir sur un ultra-trail, là, je vais faire une détox du foie ensuite pour essayer d'éliminer au maximum toutes les toxines que j'ai pu accumuler pendant ma course. Pour les personnes qui sont sensibles au niveau intestinal, il peut être intéressant de prendre des probiotiques. Alors, le produit, la Inulac, est intéressant dans le sens où il contient à la fois des pré- et des probiotiques, les prébiotiques étant la nourriture des probiotiques, hein, donc des bactéries qui sont présentes dans nos intestins. On a également des enzymes digestives. Donc, pour les personnes qui ont en plus des problèmes digestifs, c'est vraiment un produit qui est très complet.
Alors maintenant, deuxième catégorie de produits, ce sont les produits sur la forme et l'énergie. Alors, il y a une première catégorie de plantes qui est très intéressante, ce sont des plantes qui sont adaptogènes. Donc, adaptogène voulant dire j'aide le corps à s'adapter, à trouver ses propres ressources face à des situations qui sont particulièrement stressantes. Donc, typiquement, dans le cas du sportif, ça va être un stress lié à l'effort, un stress lié aussi à l'entraînement, mais aussi un stress psychique avec le stress de la course ou de la compétition. Donc, on a parmi ces plantes adaptogènes l'éleutérocoque, qui est ni plus ni moins qu'une forme de ginseng. Donc, cette plante-là, elle est intéressante à prendre quand on augmente la charge de manière assez importante, parce qu'elle va vraiment aider le corps à s'adapter face à cette situation un petit peu déstabilisante. Alors, la spiruline, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un grand débat, la spiruline, mais c'est vrai on en parle beaucoup et elle est très intéressante. Moi, j'ai envie de dire, le premier point pour lequel elle est intéressante, c'est sa richesse en nutriments. C'est un aliment qui est vraiment très complet, qui contient à la fois tous les acides aminés essentiels, donc en matière de protéines, qui contient énormément d'oligo-éléments, qui contient des oméga-3, qui contient des minéraux comme le fer notamment, et qui contient tout un panel de vitamines. Donc forcément, quand on est un peu dénutri, quand on tire un petit peu trop sur la corde, de faire une cure de spiruline, la plupart du temps, ça va nous aider à remonter. Donc typiquement, quand on pratique une activité sportive de manière assez intensive, ça peut être intéressant de faire de temps en temps des cures de spiruline. Alors Soria, là, ils ont un produit qui est franchement top. Donc c'est un assemblage, donc c'est ce fameux Phosprine Plus. C'est un assemblage de pas mal de nutriments. Donc déjà, il y a des produits de la ruche dedans, la propolis, la gelée royale du ginseng. Il y a tout un panel de micronutriments comme du potassium, du calcium, du chrome, du phosphore, du magnésium, des vitamines, notamment vitamine C, des vitamines B qui sont importantes pour l'énergie, mais aussi des acides aminés. Alors ce produit, en fait, il peut être pris à la fois en one shot, donc on va le prendre une fois comme ça, par exemple avant une course, mais on peut aussi le prendre sous forme de cure. Donc, alors, typiquement, exemple, vous avez été victime du Covid, vous avez été particulièrement à plat, donc vous êtes en post-infectieux et vous avez vraiment besoin de remonter la pente. Ça peut être intéressant de faire une cure de ce produit, une fiole le matin pendant une dizaine de jours. Honnêtement, ça aide vraiment bien à remonter la pente. Dans la catégorie forme et énergie, on a aussi un produit qui contient de la betterave. Alors, ça ne s'invente pas. Bon, je sais qu'il y a des sportifs qui consomment de la betterave de manière assez concentrée, sous forme de jus, sous forme de légumes et même donc, voilà, sous forme de compléments alimentaires. Alors, en fait, la betterave, elle a un petit peu une action comme l'EPO, c'est-à-dire qu'elle va vraiment stimuler la respiration cellulaire. Donc, elle est très riche, notamment en fer. Elle augmente le nombre de globules rouges. Donc, c'est un aliment qui est intéressant dans le cadre de la performance et de la résistance. Hop. La gelée royale, donc, qui est un produit qui est présent dans le Phosprine Plus. Alors là, la gelée royale va vous aider à diminuer la fatigue et puis peut aussi aider à prévenir tout ce qui est crampes et blessures. J'aurais plutôt tendance à prendre ça après une grosse compétition, là aussi en récupération. Ça peut être intéressant de faire une petite cure de gelée royale fraîche ou sous forme de gélule. Alors, on a un petit peu parlé du sommeil, puisque bien sûr, le sommeil, s'il n'est pas bon, va nuire à votre forme et votre énergie. Si vous avez des problèmes de perturbation de sommeil, il y a un produit chez Soria qui est assez intéressant qui s'appelle Sédaner, qui contient des plantes qui sont très connues pour leur effet sur l'endormissement et la qualité du sommeil. Donc, ce sont la valériane, la passiflore, l'aubépine qui va agir sur plutôt le rythme cardiaque et la lavande qui est reconnue pour ses vertus calmantes. Et de l'écholzia. Et de l'écholzia, oui, que j'ai oublié, effectivement. Merci Françoise. Alors, encore des plantes en soutien en cas de douleur ou de blessure. Alors, il y a un produit qui est très intéressant qui s'appelle curcumin, qui est un assemblage de curcuma, donc le principe actif étant la curcumine,
avec du gingembre qui va permettre de potentialiser l'effet du curcuma. Donc, le curcuma est un anti-inflammatoire et un antioxydant assez puissant. Il va agir particulièrement sur tout ce qui est digestif et tendineux articulaire. Donc, c'est un produit qui ne va pas avoir un effet immédiat, qui va mettre un certain temps à se mettre en place, mais qui est vraiment très efficace sur la durée. Quand on a vraiment des problèmes de douleur et qu'on cherche à diminuer la douleur, on peut aller sur un produit du type d'Hologène, qui lui comprend à la fois des composés qui ressemblent à l'aspirine, comme la reine des prés et la saule, le saule, et un anti-inflammatoire qui sera plus l'arpagophytum, qui est un produit qui est aussi assez connu des sportifs. Et donc, justement, voilà, l'arpagophytum, lui, qui est un anti-inflammatoire vraiment quand on a des problèmes en HIT, comme par exemple tendinite ou bursite, synovite, mais aussi de l'arthrose et lumbago, tout ce qui est en lien avec les articulations, les tendons. On va aller plutôt sur l'arpagophytum. En cas de douleur ou de blessure, on peut aussi avoir tendance à se déminéraliser. Alors, c'est notamment le cas quand on fait des acidoses. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir recours à de l'ortie. Elle va permettre, grâce à sa richesse en silicium, à reminéraliser toutes vos articulations, tous vos tissus et les os. Donc, prendre de l'ortie, des petites cures d'ortie, si par exemple vous êtes sujet à la tendinite, de faire des cures préventives d'ortie, ça peut être très intéressant. Je vous ai parlé de l'équilibre acido-basique. Donc là, typiquement, si vous êtes sur un terrain plutôt acide, faire une cure de luzerne, qui est une plante elle aussi très riche en minéraux. Donc, luzerne, l'autre mot, c'est l'alfalfa. Donc, c'est des fois assez connu pour les personnes qui font des graines germées. Donc, une cure de luzerne de plusieurs semaines va vous aider à vous reminéraliser et donc à basifier à nouveau votre organisme. Enfin, j'en ai parlé en long, en large, en travers, les oméga 3 et particulièrement les EPA, puisqu'il y a plusieurs types d'acides gras. Les EPA sont, eux, très efficaces pour lutter contre les inflammations et notamment les inflammations chroniques. Donc là, les laboratoires Soria proposent un produit qui s'appelle Igabac, qui est de l'huile de foie de morue. Alors, pour une compétition, donc ce que je vous disais, en démarrage de saison, on peut faire un petit drainage des organes d'élimination avec le Drainazor. En phase d'entraînement, pourquoi pas faire une cure d'éleutérocoque, cette plante adaptogène. Compléter, si vous le souhaitez ou si vous sentez que vous tirez pas mal sur la corde, avec du bétazole, donc la betterave ou de la spiruline. Quand vous approchez de votre compétition, alors si besoin, c'est-à-dire selon votre terrain, si vous avez des problèmes d'inflammation, vous allez sur du curcumin, bétazole si vous avez vraiment besoin de donner un coup de pouce, sédanaire si vous avez des problèmes de sommeil et d'anxiété, de stress, inulac si vous avez des problèmes intestinaux. Le Phosprint qui va vous aider à bien booster votre organisme avant la compétition. Le jour même, donc moi c'est ce que je pratique systématiquement, je prends une fiole le matin avant de partir ou dans le sas de départ, et si la course est longue, je vais prendre une fiole à mi-course aussi. En cas de problème, si on a peur d'avoir des problèmes intestinaux, pourquoi pas aller sur de l'inulac, donc le complexe pré-probiotique et enzymes digestives. Pour limiter les problèmes inflammatoires, on va aller sur du curcumin, donc avec 2 comprimés en partant et 2 comprimés à mi-course. Et puis pareil, pour un peu booster l'organisme, la betterave le matin et une à mi-course. Et puis comme je vous disais, après la compétition, pourquoi pas faire une cure de gelée royale. Et j'en ai parlé également, donc faire une bonne détox du foie pendant une quinzaine de jours. Voilà, donc ça c'est le protocole du sportif dont Françoise a parlé, qu'elle mettra sur le site de Soria à votre disposition pour téléchargement. Alors la micronutrition, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail parce que ce serait trop long, vous imaginez bien. Il faut simplement savoir que les micronutriments, on est très souvent carencé finalement.
Quand on fait du sport de manière intensive, on peut avoir des besoins accrus. On va avoir du mal à apporter par l'alimentation. Donc, du coup, on peut avoir des déficits d'apport. Et puis, si notre système intestinal ne fonctionne pas bien, on peut aussi avoir tout simplement des défauts d'assimilation. Donc, c'est toutes ces raisons qui font qu'il faut être très vigilant à la micronutrition. Quelques mots sur maintenant les huiles essentielles que vous pouvez là aussi utiliser à bon escient pour prendre soin de votre corps. Alors, des exemples pour les muscles, lavande, marjolaine, romarin à camphre. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser en massage à diluer dans une huile végétale. Dans le cas d'œdème, donc typiquement quand on se fait une entorse, alors l'huile vraiment à avoir avec soi, c'est l'hélicryse, qui permet de diminuer fortement, enfin rapidement les œdèmes. En cas d'inflammation, donc par exemple une tendinite, on va pouvoir appliquer une huile comme la Golterie ou l'eucalyptus citronné. La citronnelle, alors elle est très connue pour éloigner les moustiques, mais là en l'occurrence, ce sera plutôt pour régénérer les tissus. Alors typiquement, quand on a passé la phase inflammatoire de la tendinite, on peut poursuivre la guérison en appliquant de l'huile essentielle de citronnelle. L'épinette noire, elle est très revitalisante. Donc, par exemple, moi, c'est ce que je m'applique avant une course. Donc, je vais l'appliquer sur la plante des pieds. Ça permet de bien stimuler les surrénales, donc de sécréter du cortisol comme il faut. Quelques exemples de fleurs de bac également, que vous pouvez utiliser notamment contre l'épuisement, le surentraînement, la lassitude. Alors là, ce sont des exemples. Hein. Souvent, c'est quand même bien de se faire conseiller par quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans les fleurs de bac, qui pourra vous aider, notamment dans ce phénomène de surentraînement et d'épuisement. L'homéopathie, alors là, j'en dis aussi vraiment un mot très rapide. Un produit intéressant qu'on trouve en pharmacie, qui est le sporténine. Honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment efficace quand on arrive à en consommer régulièrement pendant une compétition. Ça permet vraiment de limiter les problèmes de courbature. Donc, si vous n'avez pas sporténine, vous pouvez aussi vous rabattre sur tout simplement des gélules d'arnica à prendre alors, de manière moyennement diluée après la course si vous sentez que vous allez avoir des problèmes musculaires assez importants. Alors, il me reste encore deux pages. Donc, comme je vous disais, hein, la gestion des blessures, je ne peux pas tout traiter. Donc, j'ai choisi de traiter les tendinites. Bien entendu, là, c'est un exemple, c'est-à-dire que c'est un protocole qui ne sera pas forcément adapté à votre situation, mais qui peut vous donner quand même des pistes. Première piste, donc la boisson. Ça peut tout simplement être causé par une boisson qui n'est pas en quantité suffisante. Deuxième piste, c'est l'équilibre acido-basique. Comme je vous indiquais, plus on a tendance à l'acidose et plus on va développer des problèmes en HIT. Troisième piste, qui n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai dit avant, c'est la santé dentaire. Des fois, on peut avoir des problèmes dentaires. Tout simplement, ça peut influer sur l'inflammation des tendons. Alors, en conseil de prise en charge, donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, on a le curcuma et l'arpagophytum qui sont deux actifs qui vont vraiment bien se compléter pour une action anti-inflammatoire sur la durée. L'ortie va permettre de reminéraliser, donc d'apporter des minéraux à vos tendons de manière à bien les reconstruire. Et donc, si on est en cas d'acidose, une cure de luzerne peut vraiment être intéressante pour bien asseoir le terrain et limiter la survenue à nouveau de votre acidose. Également, donc, procéder à des glaçages tant qu'on est en phase inflammatoire. Et pourquoi pas des cataplasmes d'argile verte qui souvent ont leur petit effet à partir du moment où on est bien régulier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire juste un cataplasme, mais il va falloir le faire idéalement plusieurs fois par jour et pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais c'est quand même assez efficace pour se débarrasser notamment d'une tendinite récalcitrante. Donc les huiles essentielles, là je vous en ai déjà parlé, plutôt anti-inflammatoire, Golterie, eucalyptus citronné, et qui va régénérer le tendon, la citronnelle. Deuxième pathologie que je vois assez fréquemment, les problèmes gastriques. Donc, c'est quand même assez fréquent chez le sportif et notamment chez le coureur. Alors là, en fait, là où il faut vraiment faire attention, c'est les sucres rapides. Donc, on va vraiment aller sur une alimentation qui sera un index glycémique bas à modéré
que ce soit au quotidien et bien entendu pendant la phase de compétition. Donc, il faut être très vigilant à boire suffisamment, mais en petite quantité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vous envoyer 500 millilitres à un ravitaillement parce que vous n'avez pas pensé à boire régulièrement. Ensuite, pareil pour l'alimentation. Il faut s'alimenter régulièrement, des petites quantités, parce qu'il faut bien avoir conscience que pendant qu'on est dans une course, par exemple, le sang, il est plutôt dans les muscles que dans vos intestins. Donc, si vous envoyez des grosses quantités de boissons, des grosses quantités d'aliments, vos intestins, c'est clair, votre estomac, ils ne vont pas être d'accord. Donc, il faut vraiment les ménager, ces organes, y aller petit à petit. En prévention, on peut essayer d'aller sur des cures de jus de légumes. Et notamment, alors, pour tout ce qui est acidité, on va aller sur du jus de pomme de terre, par exemple, ça marche assez bien. Mais aussi jus de betterave, jus de choucroute, ça marche plutôt bien. Les graines germées, naturellement, elles contiennent des enzymes digestives et des probiotiques. Donc, pourquoi pas vraiment avoir une alimentation riche en graines germées au quotidien. Et puis, avoir des oméga-3 qui seront anti-inflammatoires et qui permettront de reconstituer les entérocytes, qui sont les cellules de vos intestins, qui permettront de ménager cet effet inflammatoire et donc de limiter cet effet d'ischémie-reperfusion qui aura lieu quoi qu'il arrive. Voilà, je suis désolée, je suis allée assez vite, mais il y avait pas mal de choses à raconter. Alors, simplement en conclusion avant les questions, donc vous avez bien vu, ce sont des grandes lignes de conseils qui sont à adapter au cas par cas, à chaque personne. Donc, il ne s'agit pas de tout prendre au pied de la lettre et de tout mettre en place en même temps, mais de prendre des petits conseils à droite à gauche qui vous ont semblé intéressants. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une bonne hygiène au quotidien. Ça vous permet de rester en forme. Vous n'avez pas besoin de faire de régime ou de mettre en place des choses particulières, sauf si bien sûr vous avez des pathologies, évidemment. Et il faut vraiment garder à l'esprit que la souplesse, les écarts sont aussi importants pour ce deuxième pilier de la naturopathie qui est la gestion des émotions et du stress. Il faut garder du plaisir là aussi pour être en bonne forme. Et puis, donc, vous avez vu que si on a des blessures ou des faiblesses, il existe des solutions naturelles et qu'il faut simplement aider votre corps à trouver ses ressources pour guérir. Votre corps, il est bien fait, il a ses ressources, mais il faut simplement arriver à bien s'écouter et trouver les bonnes ressources qui vont l'aider à sortir de sa blessure ou de sa période de fatigue. Donc, mon conseil, c'est vraiment de chercher la cause de la cause, donc pas uniquement la cause, mais vraiment la cause de la cause, au risque de déplacer le problème si vous ne vous attaquez que à votre symptôme. Donc, vraiment essayer de bien comprendre ce qui vous est arrivé pour éviter que ça ne revienne ou que le problème arrive ailleurs. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Alors, François, est-ce que tu veux reprendre la main par rapport aux questions? Alors, je vois qu'il y a eu beaucoup d'échanges et des questions et merci à ceux qui ont répondu en partie aux questions. Ça a fait avancer les choses. Je vais reprendre quelques questions. Alors, attends, je vais reprendre dans l'ordre. Il y a eu une question sur les effets néfastes du café. Donc, Daniel nous avait répondu effectivement que néfaste parce que irritation gastrique, hypertension artérielle, palpitation cardiaque, arythmie, dépendance à la caféine. Je rajouterais que pour les sportifs, il y a les troubles au niveau de l'équilibre acido-basique. Absolument. Qui peuvent être dommageables. Il y a eu une autre question sur, je suis montée trop vite, sur la celtique. Sur l'eau, sur la celtique. Est-ce qu'on a de bons effets sur l'équilibre acido-basique et comment connaître les aliments qui sont inflammatoires dans notre organisme? Test en labo par prise de sang. Je ne sais pas si tu veux répondre, sinon je répondrai en partie, mais je te laisse déjà. Alors, la celtique plate, oui, effectivement, c'est une bonne eau qui est faiblement minéralisée. Donne de bons effets sur l'équilibre acido-basique, pas particulièrement, mais c'est une bonne eau à consommer au quotidien. Alors, connaître les aliments qui sont inflammatoires à notre organisme.
J'ai envie de dire, ça c'est vraiment par l'expérimentation que vous allez y arriver. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous procurer des petites bandelettes de papier pH qui permettent de mesurer l'acidité de l'urine. Alors, il ne s'agit pas comment on appelle ça, enfin les ronds là qu'on trouve en pharmacie notamment. Ce sont des petites bandelettes unitaires avec un bornage du pH qui sera relativement étroit, qui varie alors de mémoire entre 5,2 et 7,4 je crois. Hein, parce que en fait, les ronds, là, ça varie de 1 à 14, donc ce ne sera pas assez précis. De toute façon, votre pH urinaire ne peut pas varier autant de 1 à 14, ce n'est pas possible. Il faut savoir que votre pH urinaire, d'une manière générale, il faut qu'il soit au-dessus de 6,8, idéalement 7, voire 7,2. Donc, vous allez très vite observer si vous mesurez votre pH. Alors déjà, jamais à mesurer juste après le sommeil. Donc, sur la première urine du matin, surtout pas, puisque là, forcément, il sera acide. Vous avez éliminé vos déchets acides de la nuit. Donc, deuxième urine du matin et idéalement avant le repas de midi et du soir. Faites ça sur quelques jours, idéalement sur une semaine. Vous allez déjà voir où vous en êtes. Ensuite, si par rapport aux aliments que j'ai indiqués qui sont plutôt acidifiants, vous essayez de réduire, vous remesurez votre pH, vous allez voir tout de suite l'impact que ça peut avoir sur votre alimentation. Par contre, c'est des fois pas suffisant et il faut reminéraliser vraiment l'organisme. Donc, j'ai fait une réponse un peu de Normand, c'est-à-dire que connaître précisément les aliments qui sont à mauvaise influence acido-basique sur l'alimentation, sur notre corps, pas forcément évident à identifier. D'une manière générale, en tout cas, les légumes, les fruits auront un bon impact pour limiter justement l'inflammation puisqu'ils sont Tout à fait. Ouais. Je vais reprendre très vite dans les questions. Oui, Daniel nous répondait qu'il est important de varier les eaux, effectivement. Et je confirme ce que tu disais, Anne-Lise, c'est-à-dire c'est de limiter les eaux qui sont trop minéralisées. Et pour vérifier qu'une eau est très minéralisée, il faut vérifier, il y a toujours la mention du résidu sec. Et donc, il faut vraiment que le résidu sec soit le plus bas possible puisque consommer des eaux très minérales fatigue l'organisme aussi. Et voilà, ce n'est pas nécessaire de consommer tout au long de l'année ces eaux minérales. Une question sur l'huile de coco, peut-elle remplacer le beurre? Alors, si c'est pour cuire, elle doit remplacer le beurre. Hein. On va vraiment éviter de cuire au beurre. L'huile de coco, elle est intéressante parce qu'elle a un point de fusion qui est très élevé. Donc, j'aurais tendance à recommander plutôt de l'huile de coco ou de l'huile d'olive. Les autres huiles vont être moins intéressantes. Donc, il faut savoir que l'huile de coco, elle contient quand même des acides gras saturés, mais elle a ce côté intéressant du point de fusion. Donc, pourquoi pas avec parcimonie. Si c'est accru, ça va être assez particulier. Je préfère dans ce cas-là qu'on consomme du beurre. Le beurre a des côtés aussi très intéressants en termes de vitamines. Il y avait une question, tu as parlé de la levure et donc Laetitia nous demande si la levure diététique, c'est la même chose que la levure de bière et comment savoir si elle est vivante. Alors, là, franchement, ça dépend vraiment des packaging et de ce que les industriels écrivent sur leurs produits. Moi, j'achète de la levure où il y a marqué levure de bière et où il y a marqué vivante. Alors, en fait, la plupart du temps, elle est plutôt revivifiable que vivante. La plupart du temps, si vous achetez de la levure de bière vivante, elle va être aux fraises, ce qui est assez compliqué à trouver. Donc, on achète plutôt de la levure de bière revivifiable. Quelqu'un nous signale qu'elle mange le matin des céréales d'avoine sans gluten. Est-ce que c'est bon? Si c'est des flocons d'avoine, ça me semble pas mal, effectivement. Hein. Je n'ai pas donné cette option-là, mais oui, c'est Tout dépend une bonne avec option. quoi, éviter le lait. Absolument. Si c'est avec plein de pépites de chocolat au lait Et du et du sucre. lait de vache, ça va pas, c'est pas terrible, non. Sinon, huile de noix et noisettes sont-elles équivalentes? Pas tout à fait. Hein. L'huile de noix, c'est vraiment celle qui sera la plus riche en oméga 3. La noisette contient des vitamines B notamment, mais moins d'oméga 3. Donc, disons que si vraiment on veut travailler ce côté oméga 3, j'irais plutôt vers de l'huile de noix.
Alors, sinon, tu as parlé de ta crème pomme pote. Est-ce que tu peux juste reprendre ce que tu mets dans ton Oui, pomme pote? Voilà. alors ce sont en fait des… Alors justement, c'est ce qu'on appelle des crèmes. Donc, ce sont des farines précuites. Donc, on va trouver ça, je suppose, en magasin bio, mais pas que. Enfin, en tout cas, moi, je les trouve en magasin bio. Donc, par exemple, de la crème de riz, de la crème d'avoine, de la crème de millet, de la crème de sarrasin. Donc, ces farines précuites, elles ont l'avantage d'être tout simplement très facilement mélangeables. C'est-à-dire que dedans, moi, je vais mettre soit de l'eau, soit un lait végétal aromatisé ou non. Donc là, ce que je vous avais montré, c'était avec du cacao, donc un lait végétal aromatisé au chocolat. Mais on pourrait très bien se dire, je mets de l'eau et je mets juste du cacao à 100% dedans. Donc ça, c'est à tester. Voilà. Et après, à mettre simplement dans la pomme pote. Ok. Il y a une question de Charlotte sur qu'est-ce que tu consommes, combien, quelle quantité pour le quinton quand tu l'utilises pendant la compétition? Ouais. Alors, ben, en fait, c'est très simple. Je mets une ampoule, sauf s'il fait très chaud, auquel cas je vais en mettre deux, dans une gourde. Hein. Vous savez qu'en trail, on a des petites gourdes comme ça, donc c'est bien, ça permet de varier les boissons. Et donc, je vais en mettre deux dans une gourde. Donc, je sais que c'est cette gourde-là qui sera très salée. Je vais alterner avec les autres. Après, mes ampoules, je ne peux pas les trimballer avec moi, hein. C'est un peu compliqué. Donc, du coup, je prends que ces deux ampoules-là, mais honnêtement, c'est déjà quand même largement suffisant à partir du moment où, et je vois la remarque suivante de Jonathan qui dit pensez à manger aussi salé sur des épreuves longues. Oui, effectivement, pour plein de raisons, mais notamment aussi pour la recharge minérale. Pour ça aussi que je vous parlais du bouillon. Le bouillon est intéressant parce qu'il est très riche en sels minéraux. Donc, ça dépend vraiment de la longueur et de la chaleur. J'aurais tendance à dire une à deux ampoules quinton par épreuve. Alors sinon, quelqu'un te confirme que la respiration ventrale soulage effectivement dans les moments difficiles. Quelqu'un aborde la boisson isotonique. Est-ce que c'est intéressant? Ou alors des jus de fruits? Voilà. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ces boissons isotoniques? Mhm. Alors, oui, c'est intéressant aussi. J'ai déjà fait mélanger du jus de pomme, par exemple, avec un peu de… Alors, par exemple, un tiers jus de pomme, un tiers jus de carotte. Alors, jus de carotte, intéressant parce que c'est quand même plus salé que le jus de pomme. Et puis, un tiers eau. Éventuellement rajouter un petit peu de sel encore dedans, mais j'aime pas trop rajouter du sel honnêtement parce que je sais par expérience que ça peut provoquer des problèmes gastriques ou intestinaux. Donc je sale pas trop, je préfère apporter du sel par ailleurs, soit par les ampoules de sérum Quinton, soit vraiment dans mon alimentation. Mais oui, pourquoi pas, c'est aussi intéressant. Alors sinon, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur le chocolat qui contient aussi de la théobromine qui a le même effet que la caféine et qui du coup pourrait être excitant. Mais Absolument. Jonathan a répondu, ça dépend du temps d'assimilation par ton organisme. Par exemple, un café juste avant de dormir, la plupart du temps ne va pas t'empêcher de dormir car son effet se fait sentir 3 à 4 heures après ingestion. Je ne sais pas si tu avais encore une réponse à donner par rapport Oui. à ça. Et puis donc la théobromine, j'ajouterais simplement qu'il n'y a pas la même quantité dans le chocolat que dans du café, tout simplement. Enfin, ça dépend combien de chocolat on mange, mais il faut quand même garder ça à l'esprit. C'est que dans le café, il y en aura beaucoup plus que dans du chocolat, à moins de manger une tablette, évidemment. Alors, Charlotte nous demande si une cure de luzerne en graines germées est suffisante, parce que tu abordais Oui. effectivement la luzerne dans le cadre de l'équilibre acido-basique. Moi, je le conseille aussi pour tout ce qui est reminéralisant. Mm. Euh, Bah, ça voilà. dépend. Ça dépend hein, de ce qu'on recherche. Moi, j'en ai chez moi au quotidien. Ça. Voilà, je fais tourner. Hein. Si j'ai pas un besoin particulier accru de me reminéraliser, oui, c'est un très bon travail de fond. Hein, c'est comme, je prends l'exemple de l'ortie. Boire des tisanes d'ortie, c'est très intéressant comme travail de fond. Maintenant, quand on a vraiment un besoin de reminéraliser à un moment donné, il faut le prendre sous forme de complément alimentaire. Et puis, oui, sous la forme complément alimentaire, en tout cas chez Soria, on a un mélange de jus lyophilisé
Donc déjà très concentré parce qu'il il aura été concentré et on y a rajouté de la poudre également. Donc il y a vraiment une grande concentration. Mais au quotidien, je confirme effectivement que prendre des graines germées de luzerne, c'est extrêmement intéressant déjà parce que ce sont des plantes qui sont extrêmement riches en vitamines et minéraux. Voilà, je suis en train de lire les derniers messages qui se sont rajoutés. Ben, c'est surtout des bravos, merci. Voilà, à l'attention d'Annelise. Parfait. Et donc, je te remercie Annelise pour ces présentations qui étaient très très claires. Et c'est surtout intéressant d'avoir ce regard avec la pratique qui est extrêmement importante. Je ne sais pas si tu voulais encore ajouter des choses. Moi, je vous redis juste que le protocole sportif sera mis ce soir ou demain matin en ligne sur le site Soriavi dans la partie actualité. On vous mettra ce protocole sportif que vous pourrez télécharger. Pour ma part, je n'ai rien d'autre à rajouter tellement ça a été complet. Donc voilà, après, je te rejoins, c'est que tout dépend du sport que l'on pratique, de la longueur de la compétition et de chaque sensibilité de chaque personne. Mais il y a une règle, c'est effectivement de travailler son équilibre acido-basique, de limiter les aliments inflammatoires. Ça évite de devoir traiter ensuite un certain nombre. Ça peut éviter. Oui, ça peut. Ça marche pas à tous les coups. Non. Mais c'est des bons trucs pour limiter quand même. Voilà. Très bien. Ben, merci Françoise et merci à tous pour votre attention. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous souhaite aussi à vous une très bonne journée et j'espère que la fin du confinement vous permettra à tous de reprendre une activité sportive plus importante, plus intense. On en a tous besoin. Absolument. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci. Merci.